Bonsoir à tous et bienvenue. Le porte-parole du gouvernement ivoirien appelle au calme. Il a invité la classe politique à œuvrer pour la tenue d'un scrutin apaisé face à la presse ce lundi. Pour lui, la candidature du président Ouattara sera la première de la Troisième République. Et puis dans l'actualité sanitaire, l'Afrique compte désormais plus d'1 million de cas positifs de coronavirus, avec comme pays le plus contaminé l'Afrique du Sud. Même si le continent semble épargné, il faut faire attention et apprendre à vivre avec cette maladie tout en adoptant les gestes barrières. Le porte-parole du gouvernement ivoirien appelle l'ensemble de la classe politique ivoirienne au calme. Il l'invite à œuvrer pour la tenue la candidature du président Alassane Ouattara sera la première de la Troisième République. Pierre Dipomela. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Thiemoko Touré, est revenu sur les points essentiels du message du président de la République, Alassane Ouattara, à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, notamment l'annonce de sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Cette annonce a suscité beaucoup de commentaires et de réactions, aussi bien de la classe politique que sur les réseaux sociaux. Le ministre appelle à dépassionner le débat et laisser le Conseil constitutionnel statuer librement. Je voudrais indiquer que notre pays dispose aujourd'hui d'institutions fortes et indépendantes. Et en la matière, il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher définitivement sur cette question, ainsi que celle relative à toutes les autres candidatures déclarées. Pour l'heure, je voudrais inviter la classe politique à œuvrer pour la tenue d'un scrutin apaisé. Cela passe par l'utilisation d'un ton apaisé. Le débat citoyen doit se mener, mais dans le strict respect des principes qui fondent notre nation, à savoir l'union et la discipline. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est annoncée pour octobre prochain. À quelques semaines de l'échéance, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, après le décès de son candidat désigné, a remis en selle le président sortant, Alassane Ouattara, pour briguer un autre mandat. À quelques semaines de cette présidentielle, les intentions de candidature ne s'arrêtent plus. Des plus illustres aux plus anonymes, Kevin Fieni Kofi a décidé, lui, de se jeter dans la course en qualité de candidat indépendant avec le concept pro-Côte d'Ivoire. Il a annoncé hier à Cocody sous les clameurs de ses partisans à qui il a déroulé son projet de gouvernement. On retrouve Pierre Dipomela. Un autre prétendant au fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire s'est déclaré. Kevin Fieni Kofi, 39 ans, candidat indépendant, veut incarner la jeune génération aux prochaines joutes électorales. Il a porté l'information à ses partisans, non sans avoir énoncé les grands axes de son projet de gouvernement. Ayant constaté que depuis 30 ans, la population ivoirienne vit dans une atmosphère politique lourde du fait des crises et des conflits, des bras de fer, des démonstrations de force sous toutes les formes de certains de nos hommes politiques. Autant de postures qui nous plongent dans une anxiété quasi permanente. J'ai décidé depuis le 15 mars dernier de me porter candidat indépendant à la présidentielle d'octobre prochain. Le candidat exprime toutefois quelques inquiétudes sur le terrain de la collecte des parrainages. À propos du parrainage citoyen, cette tribune me permet de relever certaines craintes et dysfonctionnements premiers. Certains électeurs vendent leur signature à 5 000 francs, voire 10 000 francs. Cela est devenu une occasion de chantage où prospère la corruption. Kevin Fieni Kofi propose un régime parlementaire et plaide pour une autonomisation des régions. L'homme d'affaires dit ne pas appartenir à une tendance politique du pays. Il se définit par le concept du pro-Côte d'Ivoire. Après toutes ces bonnes intentions, reste l'essentiel pour cet inconnu de la sphère politique, convaincre les électeurs dans les villes et hameaux à travers le pays. Dans le reste de l'actualité, le bras de fer entre la direction générale du CNRA, le Centre national de recherche agronomique, et les agents, au cœur de la polémique, une éventuelle mesure de chômage technique et des arriérés de salaire et de primes de recherche. Le récit d'une journée mouvementée au siège de l'organisation avec Thiemé Dandje et Arona Zeba. Laboratoire désert, bureaux fermés, agents sur le pied de guerre. Regroupés dans la cour de la direction du CNRA, Centre national de recherche agronomique, ils battent à nouveau le pavé.
En plein dans une grogne qui dure depuis un mois déjà, les travailleurs ne décolèrent toujours pas. Aux revendications initiales qui demeurent, selon leur porte-parole, ils versent de nouveaux points. Le reversement des prélèvements de la 4 CMU, le remboursement des retenues MUSA, c'est la mutuelle de santé des agents du CNRA. Le remboursement des retenues fait sur la BNI Gestion, le paiement des arriérés de CNPS et de CGRAE. Le chef de file des manifestants qui s'opposait à tout chômage technique. Il estime que les difficultés de fonctionnement du CNRA ne sont pas du fait des agents, mais bien de la direction, à qui il reproche de ne pas payer les salaires à bonne date, en dépit d'une subvention mensuelle de 300 millions de francs CFA. Il faut satisfaire ces deux conditions initiales, et le salaire du mois de juillet, et les 3 primes de recherche. Nous sommes aujourd'hui le 10, nous avons dépassé la date conventionnée qui est le 8, donc ça veut dire que les travailleurs sont en droit de revendiquer. Est-ce qu'un responsable doit affamer ses travailleurs en ne les payant pas à bonne date? Il y a une relation de cause à effet. Mis en cause, le directeur général annonce de bonnes nouvelles. Les salaires sont positionnés. Et qu'à compter d'aujourd'hui, n'eût été les 2 fêtes, Tabaski et l'indépendance qui ont occasionné au niveau de ma banque des journées continues et non par conséquent qu'il n'a pas pu mettre en œuvre ce qu'il y a. Parce que là, je viens d'avoir la banque à l'instant T. Nous sommes en train de faire en sorte que même ce jour-là même, que nos travailleurs qui sont sur les banques soient payés. Au niveau des primes, les chèques sont en train d'être faits pour que je les signe, pour qu'au moins 2 trimestres passés, c'est-à-dire la fin de l'année 2019 et le premier trimestre 2020, vont également être payés. Les problèmes, assure par ailleurs le docteur Ité Wangbe, vont se régler dans le calme et non le bras de fer. Le mandat a été dégagé. Il s'agit de le recouvrer pour permettre de payer les salaires. En même temps, je leur dis qu'ils se mettent au travail également pour que, parce qu'en même temps que l'État nous aide, mais l'État demande aussi que nous puissions réunir des fonds propres. Mais les fonds propres, nous ne pouvons les avoir qu'à partir de nos champs expérimentaux, donc à partir de leur travail. Donc je leur demande de reprendre le service. Pôle scientifique agronomique de référence dans la sous-région, le CNRA contribue à hauteur de 31% du PIB. En attendant la concrétisation des assurances de la direction, les agents restent à fond dans la grogne. Ce soir, on s'intéresse aussi à la littérature, à la lecture. Dans un monde dominé de plus en plus par le numérique, la fréquentation des bibliothèques est devenue rare. Pour rapprocher les livres des populations, une initiative inédite a vu le jour dans certaines communes de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la boîte à lire, un projet que nous font découvrir Salifi Alekwe et Arona Zeba. Ce matin, des enfants ont déjà pris place sur cet espace d'une rue du quartier de la Rivière à Troyes. Des livres en main, ils participent régulièrement à un atelier de lecture. Une initiative de cette journaliste et blogueuse ivoirienne, Rita Dro, qui est régulièrement accompagnée par son acolyte, Kadi Traoré, par ailleurs secrétaire général de l'association Notre boîte à livres, qui porte le projet. C'est un secret de polichinelle, l'école ivoirienne va mal, le niveau des enfants n'est pas bon, et nous, en tant que parents, il fallait réagir. Nous avons pensé que la littérature, la lecture pourrait nous amener à corriger ces insuffisances que présentent nos enfants. Ils apprécient d'ailleurs cette opportunité de lire sans trop se déplacer. Les gens de lire sont plus les romans que je lis. Par exemple, Soundiata Keïta, Les Voix de ma rue, Enfants soldats. En fait, les livres qui parlent plus de l'Afrique. Parce que ça me cultive beaucoup. Puis ça m'apprend plus sur l'histoire de mon continent. La lecture m'apporte de la joie. Quand je lis, j'améliore mon vocabulaire. Je voyage. Les parents, quant à eux, sont satisfaits de cette action citoyenne. Ils saluent les retombées pour les enfants. Quand vous lisez beaucoup, vous vous cultivez. Et l'esprit est alerte. D'initier les enfants dès le bas âge à la lecture, c'est une très belle chose. Parce que vous savez, toutes les bonnes habitudes s'acquièrent dès l'enfance. Comme à Cocody, Yopougon, Odiéné, Danané
Rita Draw veut donner la chance à toutes les couches de la société, même les plus défavorisées, comme ici, dans ce quartier bidonville de Gobelet, en plein cœur du quartier chic de la capitale économique ivoirienne, Cocody. Elle y mène une visite de prospection. Une boîte verra le jour. L'adoption de l'idée est un acquis. À Gobelet, on est déjà séduit par le projet. Familiariser, se rapprocher du livre. La venue de la bibliothèque, là, en tout cas, c'est une bonne chose pour nous. Parce que dans notre quartier, on n'avait rien. Ça permettra aux enfants de savoir lire, de causer et puis de parler en public. Ils pourront faire les bonnes dictées maintenant, puis s'exprimer avec leurs parents. Ils ne vont pas aller trop se promener. Vous avez dit que c'est les enfants. Par contre, nous-mêmes, on se sent dedans. Nous, on va profiter de cette chose-là. La chose que vous allez poser, là, que vous allez poser là, c'est pour nous, pour nos enfants et pour nos femmes. On va beaucoup profiter. Parce qu'on va lire, on va chercher à apprendre encore de plus. On ne finit pas d'apprendre. Un don de soi pour pousser les populations, surtout les bambins, à aimer le livre. Premier support du savoir. Ces Amazones bravent les obstacles et continuent les conquêtes d'autres espaces pour y installer ces bibliothèques en plein air. Et dans l'actualité sanitaire, ce nouveau bilan sur la maladie à coronavirus. Ce lundi, 83 nouveaux cas ont été enregistrés, 126 personnes guéries. Le nombre de personnes contaminées passe donc à 16 798 cas, comme vous le voyez sur cet histogramme, dont 13 052 guéris, 105 personnes décédées et 3 641 personnes dans un cas actif. Merci de continuer à observer les mesures barrières. Et justement, concernant le Covid-19, l'Afrique compte désormais plus d'1 million de cas positifs de coronavirus, avec comme pays le plus contaminé l'Afrique du Sud, même si le continent semble épargné. Du million de cas de nouveaux coronavirus. Selon les données, on enregistre 1 011 495 cas depuis le début de la pandémie pour 22 115 décès. Le continent africain est le moins touché, avec seulement 5% des cas dans le monde. En raison du faible système de santé sur le continent, ces chiffres pourraient être largement sous-estimés selon les experts de l'Organisation mondiale de la santé qui craignent le pire. Malgré tout, la vie reprend peu à peu son cours. Dans certains pays comme le Kenya et le Nigeria, aéroports et écoles sont à nouveau ouverts. Un ouf de soulagement pour cette population qui doit compter avec de nouvelles habitudes. J'attendais que les vols reprennent pour pouvoir aller voir ma famille au Royaume-Uni. Cela fait maintenant 2 mois. Je me sens bien, je me sens en pleine forme. Je pense que les gens peuvent maintenant voyager, ce qui rend la vie beaucoup plus facile. Le coronavirus est bien réel. Les étudiants en sont donc conscients. Ils n'ont donc pas à se plaindre, parce que c'est la nouvelle norme. Il faut le faire pour rester en vie, parce que personne ne veut mourir. Notons que l'Afrique du Sud compte plus de la moitié des cas déclarés, avec plus de 500 000 infections et plus de 10 000 décès. Le premier cas de Covid-19 sur le continent est apparu en février dernier en Égypte. À ce jour, les 54 pays du continent sont touchés par le coronavirus. Toujours à l'étranger, hier, la paisible localité de Kouré, proche de Niamey au Niger, a été le témoin d'une attaque meurtrière contre 8 personnes, 6 ressortissants français, des travailleurs humanitaires et 2 Nigériens qui leur servaient de guide. Face à l'atrocité de l'attaque, les présidents français et nigériens ont promis tout mettre en œuvre pour arrêter les assaillants. Les auteurs sont pour l'heure non identifiés, toutefois les enquêtes sont en cours. Nadia Eka. Kouré, localité située à 60 km de Niamey au Niger, théâtre de cette sanglante attaque qui a occasionné la mort de 8 personnes, dont 6 Français et 2 Nigériens. C'est aux environs de 11h30 qu'ont été découverts les corps gisants, côte à côte, près d'un véhicule 4x4, à moitié incendié et aux portières ouvertes. La plupart des victimes ont été abattues par balles, tandis que l'une d'elles a été égorgée après une tentative de fuite. Une tragédie qui a conduit le président français Emmanuel Macron à dénoncer dans un communiqué cette attaque meurtrière. Il a par ailleurs promis de tout mettre en œuvre pour élucider les circonstances de cet attentat. Quant au président nigérien, Mahamadou Issoufou, il a condamné dans un tweet cette attaque terroriste qu'il qualifie de lâche et barbare, tout en adressant ses condoléances aux familles éplorées. Selon le ministère nigérien de l'Intérieur, une enquête ainsi que des opérations de ratissage sont en cours, une action appuyée par l'armée française. Notons que la localité de Kouré est une zone touristique qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la première attaque
visant des Occidentaux dans cette zone depuis qu'elle est devenue une attraction touristique il y a une vingtaine d'années. Le journaliste algérien Khaled Drareni, en détention provisoire depuis la fin mars, a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison ferme, annonce faite par Maître Nourdine Benissad, un avocat de son collectif de défense. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national après avoir couvert, le 7 mars dernier à Alger, une manifestation du Irak, un soulèvement populaire qui a secoué l'Algérie pendant plus d'1 an. Après plus de 4 mois de détention provisoire, la sentence est tombée pour Khaled Drareni, journaliste algérien. Il est accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire national après avoir couvert le 7 mars dernier à Alger une manifestation populaire qui a secoué l'Algérie pendant plus d'1 an. Sa peine, 3 ans de prison ferme, un verdict qui sonne comme une injustice et une atteinte à la liberté de la presse pour l'organisme Reporters sans frontières. En effet, lors de sa détention provisoire, plusieurs ONG de défense des droits humains et de la liberté de la presse avaient exhorté les autorités à libérer le journaliste et à mettre fin à ce qu'ils considèrent comme un harcèlement ciblé des médias indépendants. Âgé de 40 ans, Drareni dirige le site d'information en ligne Kasbah Tribune et travaille comme correspondant en Algérie de la chaîne de télévision française TV5 Monde et de Reporters sans frontières. Khaled Drareni a été jugé en compagnie de 2 figures du mouvement populaire Irak, également arrêtés le 7 mars à Alger. Ils ont, quant à eux, écopé de 2 ans de prison, dont 4 mois ferme. On termine avec le Liban. À la suite de l'explosion meurtrière qui s'est produite dans le pays, un mouvement de rue a conduit plusieurs ministres à démissionner. Ce lundi, le chef du gouvernement Hassan Diab leur a emboîté le pas. Il a annoncé sa démission dans un discours. Le Libanais Hassan Diab a annoncé sa démission. Cette décision fait suite au drame, une explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stocké au port de la capitale depuis des années. Mais selon lui, la catastrophe est arrivée par la forte corruption qui gangrène le pays. Comme lui, 4 autres ministres ont claqué la porte, pour les mêmes raisons et sous la pression populaire. Malgré ces démissions en cascade, les Libanais ne semblent pas satisfaits et revendiquent le départ de toute la classe politique. Alors que le Premier ministre délivrait son discours de démission, des affrontements se sont déroulés dans le centre-ville, non loin du Parlement, entre les manifestants et les forces de sécurité. Ce gouvernement a été formé en janvier après la démission d'automne 2019 contre une classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50 pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée.